Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brained, le podcast où on se pose, où on discute, on papote de ce qui s'est passé le mois dernier, en toute simplicité. Donc voilà, c'est pas un épisode qui va partir dans tous les sens en termes d'intensité, d'information, etc. On est plutôt là pour discuter, pour tirer des leçons un petit peu de tout ce qui s'est passé pendant le mois de janvier notamment. Donc voilà, prenez-vous un café, installez-vous tranquille, il y en a même qui peuvent écouter ça directement sur Spotify, c'est disponible aussi simplement en version audio, donc n'hésitez pas. On est parti. Alors pour petit rappel, Brained, en fait l'idée c'est vraiment de vous parler de 3 points précis. Donc pour le premier point, je vais me focus vraiment sur 3 highlights, on va dire apprentissages que j'ai pu tirer du mois de janvier, des choses qui se sont bien passées et d'autres vraiment moins bien, donc voilà pour le tout premier point. Le point d'après, ça va être une comparaison par rapport à ce qui s'est passé à la même période en 2022, en 2023 et en 2024, parce qu'il faut savoir que je tiens une sorte de journal de bord hebdomadaire qui me permet d'avoir un petit peu des chiffres, des trackings aussi de mes humeurs, de ce que je vis, des périodes avec les clients, etc. Et c'est hyper intéressant en fait de se replonger en se disant ok qu'est-ce qui s'est passé au trimestre 1 de il y a 2 ans en arrière, voir si les défis sont différents, voir s'il y a un état d'esprit aussi qui a évolué. Donc ça je vais appeler vraiment l'aspect évolution. Et le dernier point c'est InfoShot, donc un petit peu comme dans BrainShot la newsletter, c'est juste de vous montrer 1, 2 voire 3 leçons que j'ai tirées du mois de janvier. Voilà, des petits points un petit peu intéressants, un peu plus larges au niveau business. Donc ces 3 axes c'est action, évolution et leçon. Comme ça vous savez, on est parti directement pour les highlights de ce mois de janvier. La toute première chose importante de ce mois de janvier, c'est que j'ai commencé une nouvelle collaboration pour toute la partie acquisition de Verix. Donc la réflexion de base, elle est partie simplement du fait qu'il fallait que j'optimise les investissements de Verix, tout simplement. Donc moi, mon idée, c'était d'essayer de voir comment est-ce que mon montant qui était dédié aux prestataires, il était réparti. Et je me suis rendu compte que je mettais pas mal d'argent dans des ressources qui étaient plutôt, entre guillemets, secondaires, enfin qui étaient plutôt basées sur un cycle de nurturing client qui arrivait à la fin, alors que c'était plus important pour moi simplement en fait de me décharger mentalement et d'avoir de l'aide sur la partie acquisition. L'acquisition, vous savez, c'est aussi la même chose, enfin vous êtes tous dans des boîtes aussi qui a sûrement la même problématique, j'imagine que peu importe le domaine, c'est le nerf de la guerre, donc avoir des nouveaux clients, le turnover, etc. Donc c'est ultra important de mettre un focus de fou là-dessus, et c'est vrai que moi, j'avais pas forcément de stratégie ultra directe par rapport à tout ça pendant des années, très honnêtement, à part le contenu, etc., mais c'est quelque chose qui est pas vraiment tangible. Je sais que, enfin je peux pas te dire, ok, si je mets tant d'heures d'action, etc. en place, je vais avoir un output de X. Et alors qu'en fait, moi, j'ai vraiment besoin de me décharger un petit peu mentalement de ça pour servir encore mieux en fait mes clients, pour être encore plus là au quotidien, présente simplement et aussi bien simplement dans mes baskets et dans ce que je fais au quotidien. Donc pour ça, j'ai commencé une collaboration début janvier avec une agence qui vient se plugger directement pour une sorte d'accompagnement un peu global pour vraiment m'aider à piloter ce pôle vente. Donc concrètement, j'ai noté quelques points que je voulais vous partager. Il y a un aspect un petit peu consulting. Moi, j'aime bien utiliser souvent cette phrase, je pense que vous avez déjà entendu, dire que c'est beaucoup plus facile de lire l'étiquette quand on est à l'extérieur de la bouteille. Donc là, c'est aussi un peu ça, c'est quelqu'un qui arrive, qui débarque, qui va directement voir les choses qui marchent pas, les choses qui marchent, les choses à amplifier, les choses à supprimer, etc. Donc il y a aussi un aspect de consulting au niveau des process, de tout ce que je fais déjà moi. Et aussi, bien évidemment, un aspect mental, parce que je pense que c'est ultra important de le souligner, mais je pense qu'il y a trop peu d'entrepreneurs qui mettent aussi le focus sur l'aspect bien-être mental et simplement ce soutien, parce qu'on a quand même une vie qui est un petit peu à compte courant de beaucoup de gens dans la société. Donc d'avoir des gens qui nous comprennent ou qui peuvent être là aussi pour nous alléger à ce niveau-là. Peu importe que ce soit des thérapeutes, des potes, des coachs, vraiment faites ce que vous voulez. Mais je pense que c'est un point ultra crucial. Un autre point important au niveau du consulting, c'est tout ce qui va être les ajustements par rapport au personal branding. Parce que vous le savez aussi, je suis sûre que vous en faites aussi de votre côté. Ce personal branding, des fois, c'est un petit peu chronophage parce que on a beau mettre une énergie de fou, de voir d'autres personnes qui le font et on se dit mais attends, mais pourquoi chez moi il n'y a pas, je sais pas, X lead, X vue, X impression, peu importe. Et c'est aussi important d'avoir justement un peu une stratégie, et moi ça faisait un moment que je faisais un petit peu les mêmes choses, et là d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient qui me dit ok, ça c'est de la merde, ça c'est hyper bien, ça on va faire x2, ça on enlève, ça m'aide beaucoup. Notamment dans les actions, j'en ai quelques-unes à citer. Sur LinkedIn, on va aller sur des posts un peu plus qualitatifs et un peu moins quantitatifs. En gros, c'est une enveloppe de temps que moi j'alloue à ça, et au lieu de faire, je sais pas, 5 posts, je vais en faire 3, mais du coup je vais passer un peu plus de temps sur chaque post, et aussi un petit peu réajuster par rapport à la stratégie de contenu pour tout ça. Sur YouTube aussi, ça c'est un gros challenge pour moi, en fait, je dois être beaucoup plus spontanée. Je dois être un petit peu comme je vous parle là, en mode pote, face à face, comme si on était autour d'un café ensemble. C'est presque le cas, on est d'accord. Mais dans le sens où moi j'ai un peu de la peine à le faire parce que j'ai l'impression que quand je m'exprime sur YouTube, vous êtes peut-être sur YouTube en ce moment en train de regarder ça, c'est un endroit où je dois apporter tant de valeur, où je dois faire X impressions, enfin ce genre de choses. Alors qu'en fait, j'ai l'impression, et on me le dit beaucoup, et cette personne qui m'accompagne me le répète constamment, que les gens ils cherchent pas forcément une experte en plus dans tel domaine, etc. parce qu'il y en a 12 000
d'autres comme moi, mais plutôt de crocher à la personnalité, de crocher aux valeurs simplement, qui sont des choses finalement en tant qu'être humain qui nous distinguent de toute façon. Je veux dire, il y aura pas deux personnes comme moi, il y aura pas deux personnes comme vous. Donc je mets un peu de temps quand même à le mettre en place, parce que en fait c'est difficile d'enlever ce masque que je mets quand je me mets devant une caméra, simplement parce que je pense que ça me rassure. Si je suis vraiment honnête avec moi, ça me rassure de me dire ok, cette façon d'agir en fait c'est quand je suis vraiment en mode ok, là je fais du biz, etc. Alors que non, je dois vraiment essayer, et ça va être mon focus en fait dans les prochains mois, notamment le premier trimestre, d'être beaucoup plus spontané avec vous. Et vous le verrez, vous l'avez vu en fait dans la vidéo qui est sortie la semaine passée sur Canva. Là au moment où je vous parle, elle est pas encore sortie, mais je me réjouis d'avoir vos retours là-dessus parce qu'elle est beaucoup plus spontanée. Ensuite aussi, un aspect assez cool au niveau du contenu, c'est que maintenant j'ai une sorte de process de cascade de contenu. Donc je vais tout baser sur le script de la vidéo YouTube que je fais en début de semaine. Pour vous dire, je le fais le lundi matin, enfin là je l'ai fait ce matin. Bon là c'est un peu particulier parce que c'est un épisode vraiment beaucoup plus spontané, mais je prends un moment pour faire ce script là en tout début de semaine, qui ensuite va me permettre de faire un tournage YouTube, de faire des posts LinkedIn, de faire d'autres contenus, de faire de la newsletter, etc. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais même faire une vidéo là-dessus, parce que pour vous aussi ça peut vous aider à gagner des heures par semaine. Donc moi je l'appelle un petit peu la cascade de contenu, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est un sujet que vous aimeriez que je traite une fois dans une vidéo, je le ferai avec joie. Donc le premier trimestre c'est aussi un petit peu un trimestre de testing en termes de format, en termes d'intensité que je vais mettre dans la création de contenu, etc. Et aussi par exemple sur Instagram, je vais faire beaucoup moins de posts maintenant, parce qu'en fait je me rends compte que mon compte littéralement il plafonne depuis 1 an et demi, c'est hyper chiant. Je pense que j'ai eu des prospects qui étaient vraiment, enfin disons des followers qui étaient pas du tout qualifiés, et donc le contenu leur plaît pas forcément, et donc mon reach s'est vraiment pété la gueule et il est jamais remonté. Donc je veux pas être une de ces personnes qui a cette excuse de dire ah c'est l'algorithme machin qui m'aime pas, mais je sais pas trop quoi faire en fait pour remonter tout ça. Et en vrai mon avatar, même si j'aime pas l'appeler comme ça, les personnes que je vise vraiment et que je cherche à accompagner, ces entrepreneurs qui sont ambitieux ou à la tête de petites PME, en fait ils sont pas beaucoup sur Instagram vraiment en termes professionnels. Donc moi je l'utilise maintenant comme outil un petit peu backstage, building public, voilà, je vais faire des stories un peu spontanées, mais je vais pas avoir une grosse stratégie là-dessus. Donc ça c'est aussi un gain d'énergie que je peux mettre ailleurs. Donc ensuite avec cette agence, moi mon gros focus c'est la génération de leads, parce qu'en fait tout part de là. Je veux dire, après c'est mathématique. Donc en fait moi je dois me concentrer sur un lead magnet ou des lead magnets à terme. Vraiment le contenu c'est un peu mon quotidien, vraiment là où je dois mettre énormément d'énergie, parce que c'est un petit peu le premier pas en fait dans mon écosystème, et c'est là où petit à petit les gens vont se transformer pour un petit pourcentage bien évidemment en clients. Et un autre aspect que je remets aussi un peu sur le devant de la scène, c'est le réseautage en vrai, dans la vraie vie. Donc là j'ai pas mal d'événements, j'essaie d'y aller chaque mois, d'en avoir entre 1 et 3, de voir aussi des gens, parce que c'est vrai que moi c'est vraiment un truc où je suis à l'aise en fait, j'aime rencontrer les gens, j'aime profondément les gens, j'aime établir des relations, et je dois y aller vraiment en mode comme ici en fait, comme la vidéo. Vraiment je cherche rien, c'est créer des relations, créer des liens, et en fait c'est dans ce genre de moments que se créent des opportunités. Donc voilà, j'essaye aussi de mettre un focus là-dessus pendant ce premier trimestre. Et finalement pour booster un petit peu tout ça, et avec cette agence d'acquisition de leads, donc on va aussi travailler sur la pub. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire tout récemment, la fin janvier. On y allait très tranquillement, le but c'est d'y aller petit à petit, mais en fait c'est un petit peu la première fois que je fais moi de la pub pour Verix purement. Donc c'est une grosse sortie de zone de confort. C'est assez impressionnant au début de se dire ah purée, c'est des messages qui vont être diffusés, il y a beaucoup plus d'impressions, on se rend pas forcément compte de ce que ça va rapporter, on voit les coûts publicitaires qui montent et tout. Donc voilà, ça je vous tiendrai au courant, mais c'est assez cool et je suis contente de tester des nouvelles choses. Maintenant le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est un point pas forcément aussi positif, c'est une personne de mon équipe qui est partie au mois de janvier. Donc le contexte c'est que c'est une personne qui a été là depuis 9 mois, à qui j'ai beaucoup donné en termes de temps, parce que j'ai dû la former, et c'était vraiment une belle expérience pour moi. Là où j'avais lancé Brand Mastery, donc cet accompagnement qui permet de transformer les graphistes en designers de marque, en fait c'était intéressant parce que je la formais à l'interne, et puis elle me faisait bénéficier de prestations qui étaient avantageuses. Donc c'est une graphiste avec qui je faisais de la direction artistique, et c'est une collab qui s'est vraiment bien passée, ça a été ultra enrichissant. Enfin franchement moi j'adore transmettre, la vibe elle était cool entre nous, donc c'était vraiment une magnifique et aussi leçon de vie pour moi de le faire comme ça sur une aussi longue période. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte aussi par après en termes purement business que c'était beaucoup plus challengeant en fait de bosser avec une graphiste junior qu'avec une graphiste qui soit senior. Donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'on doit beaucoup plus être là dans le suivi, dans rassurer, dans les enseignements, les leçons à tirer, etc. Aussi l'aspect relationnel avec les clients et tout ça. Donc c'est vrai que moi j'en tire vraiment une très belle expérience humaine et aussi une leçon business où je pense qu'il est plus important de payer un peu plus cher une prestataire, en tout cas à ce stade-là dans ma carrière, parce que mon besoin primaire c'est vraiment de pouvoir me décharger mentalement au maximum en fait. C'est vraiment mon besoin principal en gros. Donc de moins devoir être là en fait à suivre la personne, mais plutôt de pouvoir payer plus mais d'avoir moins de charge mentale, et ça c'est un truc que je me suis vraiment noté pour la suite. Du coup j'ai dû mettre un recrutement en route parce que voilà, on a besoin d'être 3 au niveau branding en plus, parce que donc on est une équipe de
5, il y a Stéphanie qui est mon assistante, Matt qui est au niveau des sales, et puis il y a Tess qui est avec moi dans le branding, et donc on cherchait une 5e personne pour rejoindre l'équipe. Niveau marque, parce que voilà, c'est la principale branche de l'entreprise, donc c'est ultra important. Et donc j'ai mis de nouveau en marche mon process de recrutement sur Scorecard, voilà, pour aller chercher des gens qui correspondent exactement à mes besoins. Et c'est assez marrant parce que, donc ça, je sais pas si vous le faites aussi dans vos entreprises, Scorecard, c'est des choix en fait de questions. Typiquement, on pourrait dire, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt très indépendant et puis qui bosse dans son coin et qui a pas besoin de beaucoup d'itérations en équipe, ou quelqu'un qui adore bosser en équipe, qui est tout le temps en train de poser des questions dès qu'il y a quelque chose sur lequel vous doutez, etc. Et en fait, les deux, ça peut être des super bonnes réponses. Je veux dire, ça dépend juste du besoin. Et en fait, quand vous définissez en amont le type de profil, bah moi, typiquement, j'ai besoin de quelqu'un qui soit vraiment très indépendant, qui me permette beaucoup de me décharger mentalement. Donc je vais dire, ok, bah c'est la réponse A et pas la réponse B, même si les deux sont foncièrement bonnes. Mais ça me permet en fait de savoir exactement si le candidat correspond au profil que je recherche ou pas. Et pour optimiser encore tout ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé, moi, 8 ou 9 questions qui étaient ultra importantes pour vraiment définir le bon profil, histoire de pas en avoir trop non plus. Ça, c'est peut-être un truc que vous pouvez aussi faire de votre côté si des fois vous avez du recrutement à faire. Et en fait, j'ai monté un questionnaire Tally avec des choix multiples, et ce qui faisait simplement que quand les gens répondaient et que tout à coup c'était pas la bonne réponse, entre guillemets bonne réponse pour moi, mais en fait ils étaient redirigés vers la page de sortie en fait. Merci, etc. pour la démarche, merci d'avoir eu un intérêt pour Verix, mais vous correspondez pas au profil, etc. Bonne suite. Et donc en fait, tout ça, ça m'a vraiment permis de gagner un temps de fou, parce que d'ailleurs j'ai pas du tout posté sur LinkedIn ou quoi, parce que j'avais peur d'avoir énormément de gens. J'ai juste fait une story sur Insta pour mettre d'abord en avant les gens qui suivent en fait ce que je fais, et j'ai aussi fait un thread, donc voilà, histoire vraiment d'avoir un petit peu le cercle proche, et j'ai quand même eu 90 dossiers de candidature, donc ce qui est énorme, enfin je m'attendais pas du tout à avoir autant que ça. Donc cette espèce de questionnaire en fait à choix un petit peu éliminatoire, ça m'a vraiment aidé, parce que j'ai eu finalement 33 dossiers à trier manuellement entre guillemets, donc voir le portfolio, sélectionner et tout ça. Mais voilà, ça m'a déjà fait gagner beaucoup de temps. Après cette sélection, donc j'en avais à peu près 33, moi j'en ai sélectionné 5 pour faire un test final entre gros guillemets. Donc un test, tout simplement, je soumettais un brief classique que j'avais déjà soumis à une de mes designers pour qu'en fait ils se débrouillent complètement avec ça, et puis que je vois comment ils réagissent sur un cas concret, vraiment du process comme nous on applique à l'interne. Et c'était hyper intéressant de voir leur mécanisme, leur façon de faire, etc. Et surtout, je leur ai demandé aussi de faire une vidéo après pour me présenter ce test-là, histoire de les voir aussi s'exprimer, comment ils étaient à l'aise. Enfin voilà, je trouvais que c'était un exercice vraiment complet et c'était ultra cool et enrichissant de voir tout ce que j'ai reçu. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur dans le lot. Donc suite à ça, on a fait un entretien en live et tout ça. En fait, ça s'est très bien passé. La personne va commencer ce mois-ci, donc je suis trop contente. Vraiment, je suis hyper reconnaissante en fait d'avoir des candidats aussi qualitatifs qui sont venus poser leur dossier, parce que c'est toujours impressionnant de se dire que finalement notre entreprise, elle attire des gens qu'on admire en fait dans leur travail. Donc voilà, je me réjouis beaucoup de ça. On a vraiment une équipe ultra solide en place. Ça va être trop bien et je me réjouis de la suite. Troisième et dernier highlight, c'est que 2 clients ont terminé leur accompagnement ce mois-ci. Donc une entreprise qui est plutôt dans la musique et le mouvement. Donc je peux pas trop rentrer dans les détails parce que pour l'instant c'est encore confidentiel. Pareil pour la deuxième qui est dans le Web3 et Webflow. Donc vous verrez dans les prochains mois, il y aura aussi un vlog. J'ai vlogué en fait le client Webflow de A à Z, toute la démarche en fait du rebranding. Donc ça va être hyper intéressant de voir ça. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant. J'ai vraiment eu un kiff de fou à accompagner ces 2 clients. C'était vraiment une dinguerie. Donc ces 2 profils qui sont venus suite à mes contenus sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment cool parce que je vois que ça marche bien, qu'il commence à y avoir un beau raisonnement, et qu'en fait en plus de ça, j'attire vraiment des gens qui me correspondent. Et ça aussi, si c'est un défi que vous avez de votre côté, vous inquiétez pas. Il y a plein de choses à faire pour attirer les bonnes personnes, puis arrêter d'avoir des touristes en face de vous qui correspondent pas du tout à vos offres. Mais aussi parce que j'ai pris le temps de me recentrer sur mon offre principale, donc qui s'appelle Booster simplement. Je me suis vraiment focus sur l'accompagnement pour optimiser tout ça, pour avoir des résultats entre guillemets rapides, parce que l'idée c'est vraiment, on passe de la stratégie à la boîte à outils, au brand kit et tout ça à toute la marque en 5 semaines. Donc c'est assez génial parce que ça apporte des résultats concrets, rapides et très très concrets en fait aux clients rapidement. Donc en l'espace de même pas un mois et demi, il a sa marque et il sait exactement comment communiquer, avec quels outils, vers qui aller, etc. Donc ça c'est un gros succès de mon côté. Et j'ai aussi repris toute la partie stratégique, ce qui me permet d'avoir vraiment une proximité encore plus grande avec le client. Et c'est dingue parce que ce contact direct, moi ça me fait énormément kiffer. J'ai encore eu une de ces 2 clients là dont je parlais tout à l'heure qui m'a dit après une semaine, on a fait les 2 séances stratégiques, puis elle m'a dit mais c'est incroyable parce qu'en fait maintenant je sais exactement comment présenter ce que je fais à mes potes mais aussi aux professionnels que je veux viser, et ça me change complètement la vie parce que simplement j'ai plus confiance en ce que je fais et je peux communiquer clairement finalement simplement les offres, et donc les gens qui correspondent à ça vont se reconnaître, et ça c'est vraiment game changer. En ce moment, pour aller encore plus
plus loin par rapport à cette offre, je suis en train de réfléchir à un autre aspect parce qu'il y a beaucoup de ces clients qui me demandent, enfin en fait c'est des entrepreneurs qui sont débordés, voilà, puis eux ils ont aussi besoin peut-être d'un accompagnement pour la suite, pour encore plus déléguer la partie branding, mais sur la suite de tout ça. Donc je suis en train de tenter de packager une offre avec genre 3 pricing, mais pour que la personne ne se sente pas abandonnée en fait au lancement de la marque, se sentir encore accompagnée, et surtout pour rentabiliser encore plus le lancement, parce que voilà, quand on a une belle rampe de lancement, on a un super branding, mais après il faut continuer à pousser en fait vraiment pour arriver au bout et pour avoir le plus de résultats possible, le plus rapidement possible, parce que ça aussi c'est ultra important. Et après il y a tout simplement des gens qui ont juste besoin de déléguer à 100%, donc c'est aussi important de pouvoir répondre à ce besoin-là. D'ailleurs, je recherche 2 entrepreneurs ambitieux qui font plus de 10 000 € par mois, mais qui attirent encore trop de prospects qui hésitent, qui voient pas leur vraie valeur et qui négocient beaucoup les prix. Si vous êtes tout le temps en train de vous battre pour convaincre vos prospects, c'est sûrement pas votre offre qui coince, mais la façon dont votre entreprise est perçue. En mars, je vais accompagner 2 profils sélectionnés pour aligner leur marque sur la vraie valeur de leur travail, pour justement attirer les bons clients qui payent le vrai prix sans discussion. Par contre, bien sûr, vous savez, les places sont limitées, donc si vous êtes prêt à sortir de l'ombre et à créer une marque qui bosse à votre place, vous pouvez réserver un lien avec le premier lien en commentaire. Maintenant, on passe à la partie de leçons. Je suis trop contente de faire ça parce que c'est la première fois que j'ai plongé un petit peu dans toutes ces années de notes. Je sais enfin quoi en faire, donc c'est trop stylé. En janvier 2022, j'étais à Dubaï, à l'exposition universelle, donc ça c'était ultra cool aussi en termes d'inspiration simplement. J'avais vécu mon premier coaching de toute ma vie, c'était une immersion à Tours. C'était vraiment un coaching qui était plutôt axé mindset, confiance en soi, développement, etc. Ça faisait même pas 6 mois que j'avais lancé Verix, donc c'était ultra bénéfique pour moi. À l'époque aussi, j'avais engagé un community manager pour la toute première fois et c'était vraiment pas ouf. Voilà, c'est aussi des expériences qui sont importantes de noter, donc voilà. Et à ce moment-là, j'avais la majorité de mes clients qui étaient en Valais, donc dans la région où j'habite. Et si je vous le dis, c'est parce qu'en fait, on verra que ça a pas mal évolué. Si je prends en 2023, j'étais en Turquie, j'avais eu un gros down au niveau moral et santé. C'était presque une sorte de burn-out, je pense. Vraiment, c'était hyper intense. J'arrivais plus à... En fait, c'était choquant parce que j'arrivais plus à réfléchir. Genre, ma pensée en arborescente, elle ne marchait plus. Et c'était hyper perturbant. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Et franchement, c'était chaud et j'ai été un peu obligée de commencer à déléguer à partir de ce moment-là. Donc où j'ai pris un peu plus la partie DA et où j'avais un graphiste qui pouvait m'aider en fait à travailler sur tous les process de design. Ce qui évidemment m'a appris beaucoup de choses, hein, mais je veux dire des fois c'est dans les moments un peu compliqués où on met des choses en place qui nous aident pour la suite. J'étais encore beaucoup en Valais en termes de clients, mais je commençais aussi à avoir un petit peu des gens qui venaient de la France. Désolée pour la lumière, elle est morte. Tant pis, on aura une lumière différente. Putain, le schlag. J'avais évidemment, avec la situation, un gros sentiment de fragilité, mais bon, ça voilà, c'était d'un point de vue santé. À ce moment-là, j'avais engagé un ghostwriter pour la première fois, donc ça c'était pour mes vidéos infographiques. Je sais pas si vous êtes déjà là depuis aussi longtemps. Infographique, c'était un format sur Insta qui était vraiment cool, très court, qui parlait des marques et tout ça. Et c'était cool de bosser avec un ghostwriter, vraiment. Mais en fait, c'est dans ces moments-là que j'avais commencé à avoir vraiment plus de coûts en termes de prestataires, et c'était pas très optimisé, là, quand j'y repense, en fait, avec le recul. Donc voilà, je me faisais pas mal de soucis financièrement, j'expérimentais un petit peu à droite à gauche, et ça m'a appris beaucoup de choses pour la suite. En janvier 2024, j'étais aussi à Dubaï, donc là-bas, j'ai fait mon lancement d'Elite Brand, qui était en fait mon académie pour former les graphistes en designer, mais je pense que ça c'est une des plus grosses erreurs / leçons de ma carrière, parce que même si j'adore vraiment apprendre, enseigner, enfin comme je vous le disais avant avec la personne que j'avais à l'interne, c'était une ultra mauvaise idée, parce qu'en fait, le truc c'est que de communiquer là-dessus, ça a complètement brouillé en fait le fait que je m'adressais purement et simplement de base à des entrepreneurs, etc. Et en fait, là, les gens ils se disaient, mais attends, en fait, elle parle aux graphistes, donc c'était un peu chelou. Donc dans mon audience, j'ai de nouveau beaucoup plus de graphistes. Et ça a vraiment, ça a défoncé aussi mon reach. Les gens ils comprenaient pas. Le message était complètement dilué. Donc comme quoi, même quand c'est notre taf, en fait, on fait encore des grosses erreurs à ce niveau-là. Moi, je pensais que j'allais pouvoir séparer les deux, mais en fait, pas du tout. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que ce Brand Mastery, c'est toujours disponible, mais c'est plutôt en interne ou en mode VIP. Enfin voilà, je vais pas communiquer dessus, mais il y a encore des gens qui m'approchent pour ça et que j'accompagne à ce niveau-là. Mais c'est plus du tout quelque chose de public. À l'époque, j'avais aussi engagé un chef de projet, ce qui n'était pas non plus une idée incroyable maintenant que je repense à ça avec le recul. J'avais aussi un community manager à ce moment-là qui était vraiment trop stylé, mais encore une fois, c'était pas une priorité en termes de délégation. J'avais pas forcément capté, mais en fait, c'est important pour moi d'investir chez des prestataires en tout premier lieu qui vont m'alléger en fait ma charge mentale sur les choses qui me coûtent le plus de charge mentale. Donc c'est-à-dire l'agence de lead,
c'est typiquement juste en fait, c'est typiquement ce que je dois faire pour m'alléger la charge mentale. À ce moment-là aussi, en janvier 2024, j'avais fait beaucoup de rencontres, que ce soit à Dubaï ou en francophonie. J'avais peu de clients en Valais, pas mal en Suisse romande, donc dans la partie où on parle français, et aussi beaucoup en France. Et c'est assez drôle parce que on voit l'évolution, petit à petit je sors de là où je viens, j'ai des gens un peu plus dans la francophonie. Et là, pour dire, en janvier 2025, j'ai eu mon premier prospect à Dubaï, donc ça continue d'évoluer, et c'est assez cool de voir en fait l'avancée à ce niveau-là. Voilà, vous savez tout. Je pense que c'est vraiment ultra cool d'avoir cette rétrospective par mois en fait sur les mois des années d'avant. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à me faire un retour par rapport à ça, mais je pense que je vais continuer à le faire une fois par mois, ça peut être hyper cool. Puis vraiment de se voir évoluer, en fait, c'est super gratifiant. Et maintenant, on passe au dernier point qui est info shot. Donc encore une fois, c'est des petites choses que je mets dans un coin de ma tête. Enfin, j'ai même un dossier sur Notion où je mets simplement ces petites choses que j'apprends au quotidien, et là j'essaie de sortir une ou deux pépites à chaque fois pour les partager avec vous. La première pépite, c'est un document incroyable que j'avais déjà vu il y a quelques temps, mais que là je suis retombée dessus et que je me suis dit que ça pourrait être cool de vous partager. C'est les routines de personnes connues créatives, quoi. Enfin, genre on voit, il y a des architectes, enfin on voit Salutations à la Suisse avec Le Corbusier, plein de noms ultra connus, et je trouve ça génial. Mais je sais pas, genre on prend un Beethoven et de comprendre comment est-ce qu'il gérait sa routine créative, c'est vraiment trop stylé. Donc il y a la partie de comment est-ce qu'ils dorment. Typiquement, il y a des gens, ils se couchent, Balzac il se couchait à 6h, à 18h, nickel, ok, c'est intéressant. Et il bossait de 1h du matin jusqu'à 8h, après il faisait une petite sieste, après il rebossait, après genre il mangeait une fois par jour. C'est aussi hyper drôle de voir comment les gens fonctionnent à ce niveau-là. Par contre, il faisait pas de sport, donc il faisait que du taf créatif. D'ailleurs, ça c'est très intéressant aussi. Si on prend Benjamin Franklin, donc il dormait jusqu'à vers 5h, il mangeait puis il vivait, enfin il faisait des trucs kiffants pendant pas mal d'heures. C'est assez intéressant de voir qu'il commençait par ça. Maintenant je fais aussi ça dans ma routine par ça. 1 heure plutôt de lecture, mais vraiment en mode du temps pour soi au lieu de directement se mettre à bosser. Ensuite tâches créatives, de nouveaux plaisirs, tâches créatives, plaisir, tac. Ouais, intéressant. Enfin repas, plaisir, etc. Donc lui il était un peu plus millimétré comme on pourrait le voir dans la société maintenant. Après il se couchait aussi assez tôt. Ensuite typiquement Le Corbusier qui se réveillait à 6h du mat, qui faisait du sport, et ensuite après voilà il avait tout ça. Day job admin, c'est aussi assez intéressant de voir que il faisait de l'admin, il faisait ce genre de trucs là, il faisait pas que des tâches créatives, donc c'est aussi cool. Et il prenait un grand temps pour tout ce qui est nourriture, loisirs, etc. Donc on voit que c'est quelqu'un qui faisait un milieu de journée très intense. Il s'arrêtait pas pour manger, mais il mangeait le matin et le soir, donc aussi très stylé. Et par exemple, un peu le créatif par cliché, on voit Picasso qui bossait jusqu'à 2-3 heures du matin, qui après il dormait, il se levait vers 10h, 11h, c'est incroyable. Il prenait du temps, ensuite il créait, etc. C'est vraiment cool. Enfin voilà, je sais pas si vous avez déjà vu ce document, mais je trouve ça vachement fascinant. Dites-moi en commentaire quelle est un petit peu la routine qui vous correspond le plus. J'avoue que moi j'ai de la peine à trouver le mien, parce que c'est vrai que je me lève peut-être vers 6h, 6h30. Ensuite ça va être plutôt une demi-heure, 1 heure de leisure, prendre le petit déj et tout ça. Ensuite des tâches créatives, au milieu de la journée plutôt des tâches on va dire admin, etc. Une pause vers peut-être 13h, du sport en début d'après-midi, de nouveau des tâches, et puis après le soir un peu plus plaisir, mais du genre aussi à me coucher vers 22h par là autour. Donc voilà, laissez-moi en commentaire, ça peut être vraiment cool de voir comment vous vivez ça de votre côté. Et dernier point, ce mois-ci j'ai passé pas mal de temps à checker un petit peu des nouvelles IA, etc. Enfin on parle beaucoup des agents IA et tout. Donc voilà, je voulais juste vous montrer 3 petites IA cool que j'ai un petit peu testé ce mois-ci. La première c'est Relevance AI, donc c'est des agents personnels que vous allez pouvoir créer. Par exemple, moi j'en ai un qui m'aide un petit peu sur l'écriture des scripts YouTube, un autre qui m'aide sur les newsletters. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait vous allez pouvoir avoir un agent qui va communiquer avec d'autres agents. Donc genre le YouTube script creator, il va peut-être d'abord communiquer avec le ghostwriter, après avec un autre qui fait des titres ultra percutants, un autre qui te propose des miniatures et tout ça. Donc c'est vachement intéressant comme système. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait vous pouvez directement trouver des templates où il y en a déjà qui existent et que vous pouvez utiliser tel quel. Dans la version gratuite, il y a 100 crédits par jour, je crois, donc c'est vraiment cool. Et il y a tout ce que vous voulez en termes de marketing, sales, operations, etc. Donc je vous conseille vraiment de jeter un œil à tout ça. C'est vachement pratique et vachement sympa. La numéro 2, c'est Napkin. Donc c'est une petite IA aussi qui a une version gratuite qui est assez sympa. Si vous avez regardé la dernière vidéo, vous allez... Ouais, du coup, la vidéo d'avant encore. Vous avez dû voir en fait ce schéma-là. Et en fait, en gros, c'est stylé parce que vous pouvez prendre un petit extrait de texte, un paragraphe ou peu importe. Et quand vous le sélectionnez, vous avez une IA en fait qui va générer simplement des sortes de petits graphiques, donc des infographies aussi. Là par exemple, on peut se dire ok, bon c'est pas le truc le plus optimisé du monde, hein, on est d'accord, mais vous avez plein de choses différentes qui peuvent être utilisées.
Il y en a celles qui font absolument pas de sens, on est d'accord. Mais c'est assez cool, franchement, pour illustrer des petits trucs comme ça quand vous avez pas le temps. Ça peut être super pratique. Et vous pouvez évidemment après changer le design, les machins, les couleurs, la typo, tout ça. Intervenir directement aussi dans le texte, donc ça c'est super pratique. Voilà un petit outil qui peut faire gagner du temps des fois pour illustrer certains schémas. Et le dernier c'est Notebook LM, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est une IA qui a été faite par Google, donc c'est ultra intéressant quand vous avez typiquement des documents à analyser. Là par exemple j'ai lu un bouquin récemment et en fait j'ai pris plein de notes directement dans ma liseuse, donc à l'intérieur, voilà, j'ai juste fait des sortes de surlignage en fait, et c'est un peu chiant parce qu'il faudrait tout retaper pour l'avoir dans mes notes ensuite, donc j'ai simplement pris tout ça, j'ai mis mon PDF à l'intérieur, et en fait maintenant je peux poser directement des questions par rapport aux notes que j'ai prises. Donc la toute première fois que j'avais demandé, c'était ok, est-ce que tu peux simplement me retranscrire tout ce que j'ai écrit pour pouvoir garder les notes de mon côté, donc c'est ce qu'il m'a fait. Mais là je pourrais aussi intervenir directement avec l'IA et puis lui demander simplement, je sais pas, la question principale, quelles sont les barrières mentales à la richesse et comment les surmonter. Ok, donc on a reçu une réponse qui est ultra grande, donc elle met simplement tout ce qu'elle a trouvé par rapport à ça, pensée négative, dépendance aux émotions, etc., comment surmonter, tout ça. Donc c'est assez intéressant, mais ce qui est génial avec ça, c'est qu'en fait, c'est pas du tout une IA qui va aller chercher sur 12 000 sites différents et qui va vous sortir, une réponse comme ça prémâchée, mais au contraire, en fait, elle ne prend que en compte les documents et les sources que vous avez mis ici. Donc par exemple, si vous faites un travail sur une thématique spécifique et vous voulez uniquement travailler avec des articles qui sont sortis telle année à telle année dans telle langue que vous avez vous-même trouvé, je sais pas, de votre côté, en fait, vous pouvez les mettre directement ici et l'IA, elle va rendre des réponses uniquement en fonction des documents qu'il y a à l'intérieur. Donc ça peut être très très pratique, notamment dans des sujets de recherche ou dans des thématiques assez précises. Et il y a un autre truc aussi qui est trop drôle, j'ai vu plein de démos par rapport à ça, mais je crois qu'on peut faire que en anglais. Mais en fait, on peut générer une conversation approfondie comme si on était face à un podcast où il y avait deux personnes qui parlaient des documents qu'on a mis à l'intérieur. Voilà, on est déjà à la fin de cet épisode de Brain. J'espère que ça vous a plu, j'espère vraiment que vous avez tiré aussi des leçons pour votre propre entreprise durant ce petit épisode. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires si tout à coup il y a des choses en particulier que vous voulez que je traite dans des vidéos à part entière. Et n'oubliez pas, je cherche 2 entrepreneurs qui font plus de 10 000 € par mois pour les accompagner et créer une marque qui va travailler pour et pas contre eux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi jusque là. D'ailleurs, si vous êtes toujours présent, vous pourriez sûrement apprécier cette vidéo. Merci pour votre soutien, je vous attends dans les commentaires et à la semaine prochaine. Allez, salut! Fini.